Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de la politique, comme tous les lundis, nous sommes en compagnie de Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion, aux Francises, place de la République et auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, publié chez Heredium. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Et Guillaume Bernard, politologue, co-auteur de L'Empereur et les brigands, c'est publié aux Nouvelles Éditions Latines. Bonsoir. Bonsoir Philippe et bonsoir Nicolas. Lorsqu'Anne Hidalgo a déclaré sa candidature il y a 2 semaines à Rouen, le score de la maire de Paris était de 8% dans les sondages. L'eau de la Seine a depuis beaucoup coulé, puisque le dernier sondage Odoxa pour l'Obs voit son score divisé par 2, avec 4% d'intention de vote, un score plus faible que les 6,36% réalisés par Benoît Hamon en 2017, un score qui ne permettrait pas d'être remboursé si jamais il en restait là, puisqu'il faut faire 5% pour être remboursé des frais de campagne. D'où notre premier débat. Hidalgo à 4%, est-elle la bonne candidate pour le PS? Et pour le moment, vous êtes 69,3% à dire non. Nicolas Corato, c'est pas la période des soldes, mais moins 50% en 2 semaines, ça fait quand même beaucoup. Oui. Oui, vous allez me dire passer de 8 à 4, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'épaisseur du trait? Voilà. Oui. Non, je vais être cruel, mais c'est vrai qu'on ne cesse de répéter que les sondages ne sont que des photographies à un instant T, que ce qui compte, c'est de voir les tendances, les dynamiques. Bon, si on s'applique au cas de Anne Hidalgo, la dynamique, elle est plutôt, c'est plus la remontada, c'est la reculada. Je sais pas comment vraiment vous appelez ça, mais la descente, c'est la bajada en espagnol. La bajada, voilà. Moi, je parle pas espagnol couramment comme vous, Philippe, mais effectivement, la dynamique n'est pas pour elle. Et ce qui est encore plus grave, c'est que elle baisse sans aucune raison. Ce que je veux dire, c'est que elle ne fait rien pour monter, elle ne fait rien pour baisser. C'est-à-dire c'est la tectonique des plaques autour d'elle qui agit. On a l'impression qu'elle est complètement amorphe au milieu de ce débat politique, incapable d'émerger, incapable d'imprimer quoi que ce soit. Certains disent que c'est la déclaration d'Arnaud Montebourg qui lui coûte effectivement cette descente. J'en suis pas persuadé. Vous vous rappelez quelle déclaration d'Arnaud Montebourg? Une déclaration de candidature. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Voilà. Donc Arnaud Montebourg. Oui, parce que lui, il est passé de 2 à 4. Il a doublé son score. Elle passe de 8 à 4, mais je pense pas que ce soit ça. J'ai l'impression, moi je le dis depuis le départ, que cette candidature est une candidature étrange, comme si le Parti socialiste n'avait pas regardé la France depuis les 5 dernières années, pour investir au final la maire de Paris, quelles que soient ses qualités, quel que soit son projet, quels que soient ses défauts, mais pour un parti politique, investir la maire de Paris, et quelle que soit son orientation politique, après les Gilets jaunes, après la pandémie, après finalement la critique faite au milieu parisien incessante depuis ces 5 dernières années, après les manifestations anti-pass, c'est quand même une gageure de la part du Parti socialiste. Donc moi je continue à penser que c'est une mauvaise idée d'avoir investi Anne Hidalgo, quelles que soient ses qualités, et elles sont réelles, tout simplement parce que la France aujourd'hui est dans un contexte de défiance majeure vis-à-vis de tout ce qui vient de Paris. Guillaume Bernard, moins 50% en 2 semaines, ça fait beaucoup, hein? Oui, c'est évident. Cela dit, encore une fois, on est encore loin de la présidentielle. On a encore 7 mois. Et puis, il y a ce qu'on appelle les marges d'erreur. Bon, cela dit, plus on se rapproche de 0 ou plus on se rapproche de 100, plus les marges d'erreur sont quand même infinitésimales. Cela dit, pour défendre non pas Anne Hidalgo, mais pour essayer de trouver, je dirais, des raisons de ne pas entièrement, je dirais, la matraquer, je dirais que c'est pas forcément Anne Hidalgo elle-même qui est un problème, c'est peut-être tout simplement le Parti socialiste qui n'a plus véritablement d'espace politique. Alors, si on se rappelle quand même la dernière présidentielle, celle de 2017, qu'on regarde les courbes, et Nicolas y a fait allusion il y a un instant, c'est ce qu'il y a de plus important, plus que le score en lui-même à un moment donné, au début de la campagne de 2017, Hamon plus Mélenchon, ça faisait 25. À la fin de la campagne, ça a fait également 25, sauf que les courbes se sont croisées et que Mélenchon a siphonné Anne Hidalgo. Bon, alors depuis, je pense que le paysage politique s'est de toute façon encore plus droitisé que ça n'était le cas en 2017, mais il est certain qu'un parti comme le Parti socialiste, qui aura été absent 2 fois du 2e tour de la présidentielle en 20 ans, en 2002 et en 2017,
c'est un parti qui est en train de survivre et qui n'est plus véritablement en capacité de faire le jeu politique. Donc, au-delà même de la personnalité d'Anne Hidalgo, qui est évidemment très discutable parce qu'elle apparaît à l'opinion publique comme l'incarnation du bobo parisien, au-delà même de sa personnalité, c'est tout simplement l'existence même du Parti socialiste qui est en jeu. Et pour le coup, le fait qu'Arnaud Montebourg, un ancien socialiste, un ancien ministre de François Hollande, veuille y aller tout seul, sans étiquette politique, sans investiture politique, de la même manière que, d'une certaine manière, Éric Zemmour va vraisemblablement y aller tout seul et sans parti politique, eh bien alors là, pour le coup, ça peut nous donner une présidentielle beaucoup plus intéressante parce qu'on aura des électrons libres, des gens qui vont se positionner en fonction de vraiment leur convictions personnelles et pas en fonction d'une ligne d'un parti ou de segments électoraux qu'ils devraient uniquement chercher à essayer de conquérir. Donc voilà, Anne Hidalgo est un problème pour le Parti socialiste, mais je pense que le Parti socialiste est même tout simplement un problème pour tout candidat qui serait désigné par lui-même. Justement, Guillaume Bernard vient de le dire, le PS, il est en danger de mort s'il ratait pour la 3e fois en 20 ans au second tour de la présidentielle. Nicolas Corato. Je partage ce qui vient d'être dit par Guillaume. Le parti Les grands esprits se rencontrent. Oui. Oui. Sur le cadavre du Parti socialiste, tout le monde peut se rencontrer. Non, le sujet pour le Parti socialiste, il est même beaucoup plus pragmatique que ça, si on en croit ce qu'on entend de ci, de là. Au Parti socialiste, on considère que cette campagne est peut-être la dernière campagne présidentielle que le Parti socialiste pourra financer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question au Parti socialiste, c'est est-ce qu'on est encore en capacité, en 2027, de financer tout seul un candidat du parti ? Ou alors est-ce qu'il a dû déménager du 7e arrondissement à Ivry-sur-Seine. Est-ce qu'il faudra nécessairement trouver un arrangement avec d'autres forces politiques parce que financièrement, on n'y arrivera plus. Anne Hidalgo est peut-être la dernière candidate unique du Parti socialiste à être financée et portée par ce parti qui vit, il faut jamais le dire, peut-être pas ces derniers jours, mais qui en tout cas est au plus bas du plus bas auquel il a jamais été. Donc ça, c'est un élément important pour comprendre aussi pourquoi finalement le Parti socialiste a investi Anne Hidalgo, parce qu'il fallait jouer cette dernière carte peut-être de la dernière campagne portée uniquement par le parti. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, le Parti socialiste, on peut dire que... et moi, ce qui m'étonne, c'est on peut faire l'impasse sur cette élection. Parce que moi, je suis persuadé que le peuple de gauche et les électorats de gauche ne sont pas représentés dans les sondages qu'on voit aujourd'hui et ne s'expriment pas nécessairement. Ça peut changer dans les semaines qui viennent, d'ailleurs. Et je pense que plus on entendra Éric Zemmour, plus ça mobilisera les électeurs de gauche, peut-être pour revenir vers des candidats qui leur assurent au moins que sur les lignes républicaines, on ne bougera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, des candidats dits républicains qui ne bougent pas sur les lignes républicaines, il y en a de moins en moins. Quand j'entends Xavier Bertrand, quand j'entends y compris Michel Barnier, je pense qu'il y a des sujets qui sont posés sur où est-ce qu'on met la ligne du front républicain. Et donc je pense que l'électorat de gauche, il est pour l'instant en état de léthargie, voire de sidération, et qu'à part Emmanuel Macron, il ne voit pas trop véritablement où se réfugier. Mais la vraie question, c'est que le Parti socialiste aurait pu se dire, en 2027, nécessairement il y a une chance pour la gauche. Et 2027, ça se prépare aujourd'hui. Et je suis étonné que la candidature d'Anne Hidalgo arrive dans ce cadrage-là. Moi, j'aurais préféré que le Parti socialiste teste des choses pendant cette campagne, quitte à tout perdre. Au moins, testons un programme, testons des projets, testons des choses innovantes. On a beaucoup critiqué la campagne de Benoît Hamon, mais regardez ces sujets. L'écologie, les robots, le revenu universel, tous ces sujets-là sont sur la table encore aujourd'hui. Et finalement, ils ont profité au projet de la gauche et ils profiteront demain. Qu'est-ce que va apporter Anne Hidalgo dans le panier de l'avenir de la gauche en termes de propositions pour l'avenir? Je voudrais vous faire réagir tous les deux à un chiffre et à un commentaire sur Twitter. Un chiffre, Montebourg, aujourd'hui dans le même sondage, c'est un sondage Odoxa pour l'Obs, est passé de 2 à 4%. Lui, il n'a pas fait moins 50, il a fait plus 100%. Et on a même un commentaire, c'est Paysan du 47 qui nous dit « Elle va faire la moitié de Hamon, attention, Roussel va dépasser Hidalgo ».
Est-ce que vous imagineriez ça, Guillaume Bernard, et on va faire réagir Nicolas Corato, le PS qui serait derrière les Insoumis, les écolos, on aura le candidat, on connaîtra demain à cette heure-là le candidat ou la candidate écologiste à la présidentielle, Arnaud Montebourg et même le PC qui pourtant est moribond depuis des années. Bon, écoutez, tout est possible. Cela dit, je vous rappelle quand même qu'en 1969, le ticket de fer Mendes France a fait 5%. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis à François Mitterrand de prendre le pouvoir au Parti socialiste au congrès d'Épinay, de le transformer, de faire le programme commun de la gauche et de l'emporter finalement en 1981. La seule chose, c'est qu'évidemment, les circonstances ne sont pas les mêmes et que, bien sûr, l'électorat amont a été siphonné par Mélenchon en 2017, mais avant tout, l'électorat socialiste a été siphonné parce qu'il était devenu pour l'essentiel social-démocrate par Emmanuel Macron. Et donc, par conséquent, quel est l'espace politique pour un parti socialiste qui resterait dans la vieille, je dirais, idée qu'il y a une opposition entre libéraux et socialistes, alors qu'en fait, peu ou prou tous les hommes politiques et même l'essentiel de l'opinion publique est devenu, remis aux extrêmes évidemment, social-libéral. Je crois que évidemment l'espace politique du PS n'est plus très important et que par conséquent, seuls des discours clairs permettent de faire des scores à peu près honorables. Et donc, oui, le Parti socialiste peut parfaitement se retrouver derrière des organisations qui, certes, sont beaucoup moins implantées que lui, parce que le Parti socialiste a encore des élus locaux. On l'a vu au régional. Oui, mais il a des élus locaux grâce au fait que les sortants l'aient emporté, mais des organisations qui ont peut-être des discours plus clairs, plus nets, plus tranchés que celui du Parti socialiste qui essaye de trouver un entre-deux pour essayer de survivre. Nicolas Corato, vous imaginez le PS qui serait derrière ces organisations ? Les Verts, les Insoumis, Arnaud Montebourg, voire même le PC, comme dit un auditeur. Hein. Oui, parce que ce qui se profile dans cette élection présidentielle, c'est quand même un pluralisme de propositions et de clivages. Je rejoins ce que disait Guillaume, c'est-à-dire qu'on a vraiment... on va avoir une offre politique pendant cette élection présidentielle, très variée, peut-être trop variée à mon goût, mais très variée. Et face à ça, la candidature d'Anne Hidalgo, le projet qu'elle porte va paraître extrêmement fade. Parce que je rejoins effectivement ce que vient de dire mon contradicteur, avec qui je suis tout le temps d'accord. C'est bien entendu que le Parti socialiste n'a pas tranché aujourd'hui un certain nombre de sujets. Là où j'ai une petite nuance, c'est que je ne pense pas, moi, que la majorité des Français ait basculé dans le social-libéralisme ou la social-démocratie. Moi, je pense au contraire qu'il y a une aspiration à gauche comme à droite à sortir de la logique néolibérale. Et que par exemple, sur cette question, le Parti socialiste n'a absolument pas tranché. Autre question sur laquelle Montebourg est beaucoup plus à l'aise, parce qu'il est seul aussi, c'est la question européenne. Montebourg, il peut raconter à peu près n'importe quoi sur l'Europe. Il n'a pas de contradicteur en interne, puisqu'il est seul maître à bord. Anne Hidalgo, elle patauge sur l'Europe. Alors que partout autour d'elle, à gauche comme à droite, on est beaucoup plus à l'aise pour se défaire de l'Europe. Regardez Michel Barnier. Formidable, Michel Barnier, qui a oublié en 3 semaines qu'il avait été pendant 20 ans à Bruxelles et qui aujourd'hui est devenu le meilleur des souverainistes de la place parisienne. Mais lui est très à l'aise avec Bruxelles. Anne Hidalgo, elle est engoncée dans ce vieux rapport très particulier des socialistes à la construction européenne. Vieux rapport qui, jusqu'en 2005, a complètement sclérosé ce parti et qui, après 2005, l'a quasiment fracturé. Donc, le problème d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle est l'héritière, finalement, des contraintes des socialistes, alors que le monde et la France a changé. Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Bernard? Je vous pose une question. Tiens, est-ce que vous imaginez, si les sondages restaient aussi mauvais, à moins de 5%, qu'elle jette l'éponge? Non, parce qu'un parti a besoin d'être présent au moins au premier tour d'une présidentielle. Un parti politique qui n'est pas... Oui, mais elle peut jeter l'éponge et être remplacée par quelqu'un d'autre. Hein. Ah, alors ça, en revanche, c'est peut-être envisageable. Enfin, je vous rappelle que tout en descendant dans les sondages, François Fillon s'est accroché. Et mine de rien, il s'est accroché, il a fini à 19,5, ce qui n'était peut-être pas si mal que ça, vu le contexte. Non, un parti a besoin d'être présent parce que à la présidentielle, au moins au premier tour,
parce que c'est l'élection phare, c'est celle qui est considérée par les Français comme celle qui plie les choix politiques, et donc il faut avoir un candidat. Quant à Anne Hidalgo elle-même, est-ce qu'elle pense sérieusement que cette candidature de la présidentielle va lui permettre de rebondir au niveau national pour envisager d'autres choses? J'en doute. On peut peut-être penser qu'elle espère plutôt avoir son bâton de maréchal et que dans le fond, elle envisage très bien qu'a priori, c'est plus dans une coalition que la gauche pourrait peut-être trouver comment dire, une solution, et par conséquent, en durant le plus longtemps dans la campagne, eh bien peut-être qu'elle pourrait, grâce au fait qu'elle a réussi à la mairie de Paris à faire une collusion avec, par exemple, les écologistes, eh bien peut-être qu'elle espère non pas être obligée d'abandonner, mais être, dans le fond, un candidat de coalition si jamais les organisations de gauche voyaient qu'elles ne montaient pas dans les sondages. De la même manière, on l'a vu, par exemple, Mélenchon, lors du débat contre Éric Zemmour, a essayé évidemment de tenir un discours très écologiste parce qu'il table sur le fait que Sandrine Rousseau va l'emporter à la primaire écologiste et que par conséquent, il pourra peut-être trouver un accord avec elle. Donc je crois que tous essayent de se mettre sur la ligne de départ pour au final essayer peut-être de réussir une coalition si jamais elle devait arriver, ce qui est peu vraisemblable, mais enfin... tout est possible, encore une fois. Dernière question à tous les deux pour une réponse courte. On commence avec vous, Guillaume Bernard, et on conclut avec Nicolas Corato. Hollande, c'était monsieur 3%. Il a été élu président de la République. Anne Hidalgo à 4%, ça lui laisse de l'espoir? Non, parce que les circonstances politiques ont changé. Il y a une force centrale de coalition droite et gauche modérée qui est Macron et qui empêche le Parti socialiste, je dirais, de pouvoir coaguler les socialistes et les sociodémocrates. Donc, dans ces conditions, le Parti socialiste, à mon sens, est mort. Nicolas Corato? À Hollande, il était à 3%, mais je vous rappelle qu'il y avait un autre socialiste qui cavalait en tête et qui était quasiment déjà président de la République, qui s'appelait Dominique Strauss-Kahn. Donc, Hollande faisait 3% quand Dominique Strauss-Kahn en faisait plus de 20%. Oui. Le monde a changé. Le monde a vraiment changé. Verdict sur Twitter. Hidalgo à 4% est-elle la bonne candidate pour le PS? Eh bien, vous êtes désormais 69,3% à dire non.